Yo, alors Nanatsu, review, 77, 100 machin, chapitre, c'est parti, on n'a pas que ça à foutre. Allez les amis, on recarbure parce que là, je dois faire toutes les reviews, j'étais en vacances, voilà, pam pam boum, on va pas aller dans des explications, de toute façon, allez voir la review de Fairy Tail. Mais en tout cas, c'est parti pour la review du chapitre 177 et 160... Je voulais faire un retourné, mais enfin bon, 178. Bref les amis, c'est parti. Donc, le chapitre 177 est en soi très différent du chapitre 178 parce que 77, bah tout simplement c'est la fin du combat, de l'intervention de Ban et voilà, et de l'altercation entre Estarossa et Meliodas, je sais pas pourquoi je buguais. Et voilà, donc c'est à peu près en grande partie la mort de Meliodas, je dis bien la mort, voilà. C'est marrant d'ailleurs. Il y avait deux morts dans les chapitres des semaines précédentes, celle de Gajeel et celle de Meliodas. Mais bien, donc en fait, une première chose à dire par rapport à ce chapitre 177, c'était que, on voit quand même que Estarossa est supérieur en tout point, quoi. C'est-à-dire que, il avance un petit peu comme la figure un petit peu de proue des 10 commandements, à partir de ce chapitre du moins. Et aussi comment il arrive à se défaire de l'emprise de Ban avec une facilité déconcertante qui est vraiment très parlante pour moi, qui représente parfaitement sa puissance. Et aussi, je veux dire, qui explique un petit peu ce pourquoi Meliodas n'a vraiment rien pu faire. Donc ça, c'était vraiment très bien montré de la part de Nakaba. Vraiment, j'ai ressenti toute l'imposance de ce perso. Autre chose à dire, c'est par rapport à Ban, c'était un magnifique chapitre pour Ban en fait, même si effectivement c'est un échec pour lui, mais c'était un beau chapitre parce que Ban, il a sacrifié Elaine dans son entreprise d'aller sauver son pote, Meliodas, mais aussi ça montre sa loyauté, voilà, ça montre son sens de sacrifice, sa loyauté, et aussi j'ai bien aimé parce que là on le sent vraiment désespéré, Ban, et juste un truc à dire, c'est... pourquoi il essayait de lui faire une espèce d'étranglement, parce que il faisait vraiment de l'étranglement en fait, et enfin il voulait lui briser la nuque a priori. Et ce que je comprends pas, c'est il y avait Estarossa qui il était en train de lui écraser les 7 cœurs et les 8 cœurs d'ailleurs. Oui, c'est les 8 cœurs. 8 ou 7, enfin bref. Je crois que c'est 7. Ça ferait du sens. 7 péchés capitaux, enfin bref, peu importe. Mais en gros, moi ce que j'aurais fait si j'avais été Ban, c'est j'aurais essayé de prendre Meliodas et de fuir. Pourquoi il a essayé de... Je comprends pas ça, je comprends pas. Bon, évidemment dans le feu de l'action il n'y a pas pensé, mais l'action qu'il décide de prendre, c'est assez curieux aussi. Oui, tu veux mettre des épées dans le cœur de Meliodas, mais pas si je te tords le cou avant. Oui, mais non, ça c'est idiot, parce que tu vois bien qu'au bout d'un moment, ça lui fait rien à Estarossa. Donc voilà, bon, c'était pour rajouter de la tension avec les deux comme ça, et puis l'autre qui continuait. Je suppose qu'en animé, ça passera vachement bien, ça. Enfin bref, donc ouais, alors la mort de Meliodas, troisième point. Donc la mort de Meliodas, bah écoutez, je trouve ça très bien. Alors vous allez me dire, allez, jetez-moi les pierres. Non, c'est pas parce que j'aime pas Meliodas, et d'ailleurs, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas Meliodas. J'ai toujours trouvé... J'aime bien Meliodas, je le déteste pas. Je trouve simplement qu'il y a des tas de persos qui sont plus flamboyants, qui dégagent plus de choses, voilà, c'est tout. Mais simplement, là, pour moi, la mort de Meliodas, ou du moins sa défaite, c'était nécessaire. Pour l'intrigue, c'était nécessaire. Moi, je veux pas que Meliodas, il batte les 10 commandements. Il l'a quasiment fait, honnêtement. Mais je veux pas qu'il réussisse à battre tous les 10 commandements à lui tout seul, parce que sinon... j'ai plus besoin de regarder le manga, j'ai plus le sentiment de danger. Si jamais je sais que le protagoniste peut se défaire des antagonistes comme ça d'un claquement de doigts, j'ai plus le sentiment de menace que représentent les 10 commandements, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parfait pour l'intrigue, qu'il y ait une première phase de péripétie et avec un climat comme ça, un climax comme ça, où les antagonistes gagnent. Rappelez-vous par exemple Enies Lobby, dans One Piece, à Water 7, juste avant Enies Lobby, les Mugiwara se font exploser. Ils se font exploser, Zoro, Luffy, ça ils se font latter. Mais justement après, c'est l'introduction, ça introduit à l'arc de Enies Lobby, et Enies Lobby c'est une catharsis pour nous, c'est une catharsis, c'est-à-dire un défoulement, un soulagement vraiment réel, parce qu'on les voit reprendre leur revanche contre les mecs du CP9. Donc ça c'est super agréable. Maintenant qu'on a vu, qu'on a assisté à la défaite de Meliodas, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver les mecs, j'allais dire du CP9, les 10 commandements,
et de leur infliger la correction qu'ils méritent. Donc ça c'est bien d'un point de vue scénaristique, c'est bien. Après il va y avoir l'autre enjeu qui est de savoir comment on va pouvoir ressusciter Meliodas. Parce que évidemment Meliodas c'est le héros, donc il va rester mort, ou du moins je sais pas où il est là, éloigné des combats pour un temps. Il faudra trouver le moyen de le ressusciter. Mais la mort et la vie, vous voyez, c'est quelque chose qu'avait souligné Merlin. Ça peut pas être manipulé par la magie. Elle avait dit ça, elle avait bien dit je ne peux pas manipuler la vie. Ça c'était dans le manga d'ailleurs, c'était pas dans l'animé. C'est sûr, ça m'a énervé ça. Voilà, je ne peux pas manipuler la mort et la vie, ça, seuls les druides peuvent le faire. Et on sait que il y a quelques druides qu'on connaît, donc en l'occurrence les deux druides qu'on était allés voir là. Il y a aussi Elisabeth qui a des pouvoirs de druidesse, il me semble, et également Henriksen, qui est un fils qui venait du clan des druides. Donc eux peuvent éventuellement voilà, manipuler la mort, la vie, tout ça. Donc c'est quelque chose que les démons et que les sorciers, enfin les magiciens et que les chevaliers sacrés n'ont pas en leur pouvoir. Mais c'est autre chose, c'est un autre monde, ça appartient à un autre monde. Peut-être que aussi ce sera l'occasion de commencer un arc du clan des déesses qui pourrait justement se trouver un peu dans l'enjeu de ramener à la vie Meliodas. Après, faut se méfier parce que ça voudrait dire que les 10 commandements restent les méchants jusqu'au bout de la fin du manga. Je sais pas, peut-être que les méchants, il y aura d'autres méchants, on a eu plusieurs groupes de méchants, parce qu'avant les chevaliers sacrés c'était des méchants également, donc bon. Donc ouais, franchement, je ne sais pas où est-ce que ça peut nous mener, mais alors, attention, maintenant je vais vous parler d'un petit détail, il faudra que vous prêtez bien attention aux petites cases. Il y a un mec qui s'appelle, je suis allé voir au début du chapitre, au début de l'arc à l'arène, vous voyez le concours de fight là, organisé par Cloxinia et Dolor. Il y a un moine qui s'appelle le moine sacrilège Arbus ou Argus. Arbus ou Argus. Et ce gars, quand Meliodas crève, il sourit. Le gars sourit. Donc c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme, rappelez-vous, ce chevalier sacré qui avait tué son compagnon démon. C'était son compagnon, qui formait son duo. Il l'avait tué. On ne sait pas pourquoi. Bref, nous allons passer à la revue du chapitre 178. Un chapitre qui est un peu... si vous voulez, c'est un peu un chapitre de transition et aussi un chapitre d'ellipse. C'est un chapitre d'ellipse dans le sens que ça nous montre finalement ce qui se passe après dans les grandes lignes. Les démons prennent le pouvoir à Britannia, j'allais dire Fioré. Et en gros, ils se mettent un petit peu à semer le chaos. Et aussi, chose très intéressante, il y a une sorte de culte des démons qui est en train de se développer. C'est super bien ça. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plutôt pas mal. Déjà, alors on voit que les 10 commandements, ils se mettent à dévorer les âmes. Je trouve ça cool parce que c'est vraiment... ça donne vraiment une raison de les combattre. C'est des ordures et puis ils sont très dangereux. Donc je trouve ça bien parce que honnêtement, les 10 commandements, franchement, je les aime bien. Enfin, honnêtement, je veux dire Galan, j'aime bien Bondspied, j'aime bien, comment il s'appelle, Dreyfus. Enfin, voilà, Dreyfus, ouais, j'aime bien évidemment Estarossa et Zeldris. Je les aime bien, les 10 commandements, ils sont assez cool. Il y en a certains qui dégagent pas grand chose, mais il y en a quand même, la plupart ils fonctionnent bien même en tant que groupe. Donc j'aime bien finalement les voir par exemple défoncer les crocs étranges, les Weird Fang, qui étaient vraiment ridicules, et je suis d'ailleurs assez content de les revoir juste pour qu'ils se fassent latter. C'est assez satisfaisant. Mais la chose la plus intéressante, c'est le culte des 10 commandements, parce que c'est génial ça en fait. Non seulement c'est génial parce que ça risque justement de prendre un petit peu une sorte de parodie des 10 commandements justement, ou alors la population serait obligée de respecter les 10 commandements, pas mentir, pas trahir, pas tuer. Enfin bon, ça serait assez marrant de voir ça justement à l'œuvre, de voir vraiment les 10 commandements, ce que ça veut dire vraiment dans Britannia. Voilà, imposé sur des populations de paysans et tout ça. Et aussi ça me fait vraiment penser à la fin du Moyen-Âge, dans l'histoire en Europe, vous savez, avec la peste, la guerre, les famines, et puis également les loups qui venaient des villages parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer, qui venaient donc manger dans les villages. Ça me fait vraiment penser enfin les populations ont commencé complètement à délirer et à vraiment être dans un mode très ésotérique, voilà, de la religion. Et ça me fait un peu penser à ça, si vous voulez. C'est un peu comme si on vit un peu la fin du Moyen-Âge avec la peste, tout ça. Et en fait là c'est pas la peste, c'est les 10 commandements, mais ça fait un peu le même délire si vous voulez, c'est les mecs qui perdent complètement la boule, qui se transforment en une espèce de pèlerin de l'enfer là. Et c'est plutôt pas mal donc je trouve. Donc ensuite on voit donc les démons qui se battent et tout ça.
Et on voit donc les démons gris, les démons rouges, et moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres couleurs de démons? Par exemple, on a vu les démons bleus qui étaient des démons un petit peu sous forme d'oiseaux et qui semblaient être des démons très rapides, voilà. Les démons rouges c'est un petit peu des gros tas, et puis les démons gris c'est les plus puissants. Et est-ce qu'il y a d'autres démons, du style démons jaunes, démons verts, on sait pas, hein. Ça pourrait être pas mal. Bon après les démons de l'arc-en-ciel, peut-être pas exagéré non plus, mais vous voyez. Dernier point, donc on voit le retour d'Arthur, je suis content. Et ça me fait penser, est-ce que Arthur va pas pour un temps occuper le poste de personnage principal? Je dis bien pour un temps, parce que techniquement, s'il y a bien un mec qui s'apparente au héros de Shonen dans Nanatsu no Taizai, c'est Arthur. C'est pas Meliodas. Meliodas il est super différent. Meliodas c'est un mec qui a déjà des faits d'armes et qui a déjà une puissance, une expérience que les gens lui reconnaissent. Donc du coup, on n'a pas vraiment à craindre pour lui. Par contre, l'évolution d'Arthur, elle est intéressante, elle nous sollicite. C'est un mec pas très fort, Arthur, c'est un mec qui apprend. Et justement, c'est bien de le voir un petit peu apprendre et commencer à prendre les responsabilités qui lui sont dues. Donc ça, c'est bien. Et aussi, on voit le guerrier oriental qui s'appelle Nanashi. Et je suis vraiment content de le retrouver, ce perso, parce que le fait de voir un guerrier qui ressemble un peu à une sorte de samouraï, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il y a un autre monde. Alors je dis à l'est, au sud ou au nord, on ne sait pas hein, si vous voulez, mais souvent c'est à l'est. Et le guerrier pourrait justement être la porte vers un nouvel arc qui se situerait peut-être dans ces contrées un peu lointaines. Donc c'est pas mal. Et alors surtout ma question c'est en fait où sont les autres? Où sont les autres gladiateurs qu'on avait vus? Il y avait justement un gladiateur d'ailleurs qui s'appelait le gladiateur je sais plus quoi. Et où est le chevalier sacré Silver, qui avait justement, c'était lui qui avait coupé la tête du démon bleu. Où est-il? Donc voilà, parce que à mon avis ce chevalier sacré il est pas anodin. Je suis sûr qu'il est pas anodin. Donc voilà chers amis, donc on va pouvoir passer à la réaction live du chapitre 179. Parce que c'est cool pour vous, je crois que vous aimez bien les réactions live, et puis comme ça, moi ça me permettra de le faire d'emblée dans cette journée. Et donc on se retrouve juste après chers amis, donc on pourra faire la réaction live quoi, voilà. Allez les amis, j'espère que ces reviews vous auront plu, j'essaie de les faire courtes et concises, et on passe tout de suite donc à la réaction live du chapitre 79. A tout de suite.